Bonjour à tous et bienvenue à Léonard Paris. Pour ceux qui sont ici, bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne et au plaisir de vous rencontrer à un prochain événement qu'on organisera dans nos locaux. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille. Donc je suis Isabelle Lambert, responsable prospective chez Léonard, qui est la plateforme d'innovation et de prospective pour le groupe Vinci. Nous avons différentes activités qui viennent soutenir la transformation du groupe et amener à définir un futur des villes et des territoires. Nous avons notamment des programmes d'innovation avec des soutiens aux startups, aux intrapreneurs et aussi aux projets d'intelligence artificielle. Nous avons aussi un autre axe qui porte sur la prospective et tout ce qui est veille et animation de communauté. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir de vous accueillir dans nos locaux. En tant que responsable, dans la démarche prospective, nous avons 6 axes qui viennent nous structurer, dont un essentiel qui est l'environnement et qui nous anime particulièrement cette année et depuis quelques années maintenant. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons une intuition, c'est de s'associer à la chaire urbaine de l'ESSEC pour creuser avec eux. Dans nos premiers échanges, il y a un sujet qui a vite surgi et qui était les compétences nécessaires à un territoire pour assurer sa transition environnementale. Et donc, on leur a donné carte blanche et ils nous ont fait un super travail qui s'est déroulé en 2 temps. Un premier temps qui a été plutôt théorique pour comprendre ces compétences qui vont être nécessaires et l'état de l'art, la situation actuelle. Et puis, dans un deuxième temps, ils sont allés confronter leurs conclusions auprès d'un territoire, le Pays Basque. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de publier une étude qui synthétise, et donc qui a été rédigée par la chaire et qui synthétise l'ensemble de leur travail qui a été mené, donc qui vous est remis aujourd'hui pour ceux qui sont présents ceux qui sont en ligne, elle sera accessible sur notre site internet. Et donc, nous allons prendre un peu de temps en début d'événement pour vous présenter les conclusions de ce rapport et puis ensuite d'avoir aussi un échange avec vous pour continuer à animer le débat autour de ces sujets. Je vous sans plus attendre, je vous donne la parole pour la suite de l'événement. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Donc, je suis Édouard de Kecker, je suis professeur à la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC sur laquelle je vais revenir et je suis accompagné de Marie Defay qui est économiste urbaniste et enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Nous avons tous les deux dirigé ce travail. Alors, on va vous le présenter en un quart d'heure, mais en fait, le but n'est pas de vous présenter l'intégralité de ce travail, ce serait impossible, mais de vous en restituer un petit peu le sens, la genèse et quelques grands messages qu'on souhaitait porter au débat. Et j'en profite évidemment pour remercier, outre Léonard, pour sa confiance, nos 2 invités, donc Vincent Lerosic, qui est directeur des études de la Fabrique de la Cité, qui fut un camarade de promotion au sein de la chaire, ça c'est pour l'anecdote, et Lionel Cos, qui est donc qui a été élu local et qui est aujourd'hui député de la 2e circonscription des Landes et qui a été rapporteur de la loi climat résilience sur l'artificialisation et le trait de côte et qui a pris la présidence du Conseil national de l'habitat et donc ils vont discuter un petit peu avec nous les enseignements de cette démarche. Marie, je te donne la parole parce que je pense que tu es la mieux placée pour restituer la genèse et l'intuition qui est à la base de ce travail. Bonjour à tous. Cette étude, elle a été nourrie par une double question qui avait été posée par les services d'une métropole, donc une collectivité locale d'une taille assez importante. Cette question, elle avait été posée à la fin du dernier mandat, donc en 2019, juste avant l'ouverture du nouveau mandat qui est en cours, qui a démarré en 2020. Et cette double question, c'était, on a énormément progressé. C'est une question qui a été posée, c'est important, par les services techniques de la métropole, donc les services gestionnaires de l'eau, de l'énergie, des déchets, de l'entretien, pas par la direction de la stratégie ou par la direction de l'aménagement, mais bien par des services très pointus techniquement. Et cette question, c'était, on a énormément progressé au cours du dernier mandat. On est capable aujourd'hui de faire des choses extrêmement performantes en termes de gestion des déchets. On a beaucoup amélioré la gestion de l'eau. On a une amélioration de la qualité d'ailleurs de nos cours d'eau et de nos espaces naturels qu'on peut constater. On a beaucoup progressé dans toute une série de domaines. Et pourtant, quand on regarde la façon dont on aménage notre territoire aujourd'hui, les projets qui sont en cours, qui soient portés par le secteur public ou par le secteur privé, on voit très peu d'évolution. Donc, pourquoi y a-t-il un tel décalage entre la montée en puissance de ces sujets au sein de l'opinion publique et au sein de nos services, avec une vraie motivation de la part des agents de la métropole? Pourquoi alors on a tellement progressé et qu'on sait faire des projets démonstrateurs très performants, la production de la ville d'une manière générale, que ça soit en urbanisation,
en extension ou que ça soit dans le renouvellement, semblent autant résister et semblent toujours aussi inadaptées aux enjeux, notamment du réchauffement climatique. La deuxième question qui était posée, qui était assez intéressante et qui est directement liée à la première, c'était comment dans une collectivité aussi importante que la nôtre, alors que les compétences techniques sont réparties sur des dizaines de services, comment est-ce qu'on peut faire travailler ensemble toutes ces compétences sans se retrouver dans des réunions dans lesquelles on juxtapose 20, 30, 40 services différents qui représentent chacun un savoir-faire indispensable. Et comment est-ce qu'on anime cette réflexion pour avoir une production de la ville plus adaptée aux enjeux actuels, notamment du réchauffement climatique. Et ça nous paraissait d'autant plus intéressant de s'attaquer à cette question qu'on constate d'une manière générale des difficultés aujourd'hui dans les grands projets d'aménagement, des difficultés qui sont aussi bien d'ordre financier que d'acceptation de l'acte de construire et de la production de la ville par un certain nombre de populations, avec une vraie crispation aujourd'hui sur un certain nombre de projets d'aménagement. Donc c'est autour de ces deux questions-là qu'on a décidé de commencer à structurer le travail de cette étude. Et ça vous explique, on voulait vous le préciser rapidement, pourquoi est-ce que finalement c'est une école de commerce, même si moi je préfère parler d'école de gestion et de management qui s'est intéressée à cette question, c'est que ces sujets sont complexes, sont techniques, et il nous semblait qu'il y avait effectivement un angle mort qui était lié à cette question de la gouvernance de la transition environnementale sur les territoires et la manière dont on articule des ingénieries qui se sont développées sur les territoires et qui peinent à se coordonner pour faire évoluer nos modèles. Donc on est une école de gestion et de management, l'ESSEC. Dans cette école, nous sommes la chaire d'économie urbaine, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes une des particularités de l'ESSEC, puisque depuis 35 ans, on a développé des travaux de recherche et de formation initiale et continue sur des questions de gestion et d'aménagement des villes et des territoires. Nous formons des étudiants qui vont travailler ensuite en entreprise et dans le secteur public sur ces questions. Et donc, c'était voilà pourquoi, en fait, c'est dans une école de commerce et à travers cette chaire d'économie urbaine qu'on a trouvé qu'il y avait un lieu particulièrement propice pour travailler sur cette question. Et enfin, c'est une démarche partenariale. Alors, dans le cadre de cette chaire, les étudiants sont mobilisés sous notre direction parce qu'on y voit un intérêt pédagogique à travers des démarches de recherche appliquée pour des collectivités et des entreprises. Ceci ne fait pas exception. On a travaillé donc effectivement pour Léonard en interrogeant des experts et des opérationnels de différents territoires avec ce focus sur le Pays Basque. Et je terminerai là-dessus. On a mobilisé les jeunes générations aussi parce que intérêt pédagogique et parce que sur ce sujet, il nous semblait qu'il y avait un intérêt presque sociétal. Ce sont des générations auxquelles on a voulu donner la parole à la fin de cette étude, des étudiants et des étudiantes qui ont travaillé sur cette question et qui sont très, très, très concernés par ce sujet. Alors, rapidement, de manière générale, dans ces deux dernières années, les intuitions qu'on avait ont été très largement confirmées par les témoignages de terrain sur des territoires très différents. La première chose, nous avons un problème, nous continuons à avoir des problèmes dans la manière dont nous construisons nos diagnostics territoriaux et tout le reste, ou beaucoup du reste en découle. Nous avons des modes de diagnostic qui sont très statiques, thématiques, le logement, l'emploi, la démographie, etc. Et nos logiciels et nos modes de représentation, qui sont souvent euclidiens, c'est-à-dire qu'ils projettent des données sur des périmètres statiques. Et donc, nous avons un mal fou à lire les territoires de manière systémique et d'en lire les flux, les lieux de production, de circulation et de consommation de ressources et en spatialiser les vulnérabilités. C'est un vrai sujet dont on a déjà débattu dans des événements précédents avec Léonard. De manière générale, quand on rentre dans des diagnostics sur des questions environnementales, évidemment, on s'aperçoit que nous avons souvent des sujets qui se posent à grande échelle et cette grande échelle, nous avons du mal à l'appréhender puisque nous sommes enfermés dans des morcellements d'abord dans les morcellements politiques et techniques de l'action publique. C'est évidemment le sujet de l'éclatement communal et des difficultés du législateur à faire véritablement advenir une gouvernance politique à grande échelle, des hésitations entre la commune, l'intercommunalité, entre autres, mais pas seulement. Ensuite, dans les collectivités, nous avons, Marie disait, une montée en puissance dans certaines collectivités en matière de technique sur le plan environnemental, mais nous avons encore du mal à transversaliser l'action. Ces ingénieries sont enfermées dans des directions. Vous avez l'aménagement, vous avez le développement économique, vous avez le logement, etc., etc. Et que derrière, alors en miroir, c'est la manière dont sont répartis les portefeuilles d'élus. Nous avons ces ingénieries-là s'autonomisent, deviennent des lieux d'ailleurs de
de pouvoir, et nous avons un mal fou à coordonner l'action sur des questions environnementales qui touchent absolument tous les sujets. Et de manière générale, il faut pour cela, pour dépasser ça, avoir une action à l'échelle de la Direction générale des services avec un binôme très fort, DGS, élus. Je vous renvoie à l'étude, on parle de ce sujet. Certains sujets, notamment liés à la nature et la biodiversité, qui ne sont pas traditionnellement des sujets des collectivités territoriales, sont souvent assez encore peu présents dans la construction des projets. Évidemment, des petites collectivités manquent d'ingénierie, et du coup, on peine à piloter de l'expertise externe ou à trouver ces appuis en matière d'ingénierie, qu'elle soit publique ou privée sur les territoires. On aura l'occasion de le développer. Enfin, et je passerai la parole à Marie, la commande publique, aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'obsolescence de la commande publique. Le levier de la commande publique est insuffisamment activé pour faire évoluer nos manières de faire dans l'aménagement et dans les projets. Les critères prix restent quand même assez dominants. Il y a une faible culture de la conception, Marie reviendra sur, qui fait que les cahiers des charges sont souvent des copier-coller, et qui conduisent du coup à empiler des compétences sans les articuler entre elles. Je te laisse poursuivre, Marie. Alors, rapidement, un point qui nous a paru important, c'est de nous pencher vers ce qui aujourd'hui est le document cadre pour beaucoup de collectivités de l'action en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de l'environnement, qui sont, désolé pour les acronymes, mais qui sont donc les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux. C'est des documents qui sont extrêmement utiles. Qui sont pour certains remarquablement bien faits au niveau de leur diagnostic. C'est le cas du PCAET du Pays Basque, qui est un document qui est très abouti en la matière. Ça a permis une prise de conscience, une acculturation à toute une série de sujets très forte de la part de l'ensemble des services. Ça a permis aussi une cohésion autour d'un certain nombre d'objectifs. Néanmoins, et c'est un constat qu'on a partagé avec les acteurs locaux, aujourd'hui, on a du mal à rendre ce qu'on appelle, nous, opérationnel ces documents, c'est-à-dire concrètement à dire comment on passe d'un certain nombre d'objectifs qui sont parfois extrêmement ambitieux par rapport à la réalité aujourd'hui de ces territoires à la mise en œuvre. Et notamment, il y a deux choses qui nous ont beaucoup frappé, qui nous paraissent manquantes, et qui sont liées d'ailleurs au constat qu'Édouard faisait précédemment, c'est-à-dire à la difficulté quelquefois de mettre d'accord à la grande échelle un certain nombre d'acteurs, qui est que ces documents sont souvent très peu spatialisés. On dit ce qu'on a envie de faire, mais concrètement, où ça va se faire, quels arbitrages y a-t-il derrière et quelle forme ça va prendre, c'est souvent très absent de ces documents, pour ne pas dire de façon quasi systématique. Et la deuxième chose, c'est qu'on a énormément d'actions avec des potentiels en termes de résultats qui sont très différents et que ces documents sont très peu hiérarchisés. Donc, il manque en fait, pour parler de façon un peu simple, la feuille de route de mise en application de ces documents est souvent très très insuffisante par rapport à l'ampleur des changements que ça demanderait. Et donc, corollaire de ça, il y a beaucoup d'ingénierie, notamment quand on regarde le cas du Pays Basque. Il y a un établissement public foncier, il y a une agence d'urbanisme, il y a un syndicat mixte du SCOT, il y a des services maintenant très puissants puisqu'on a une seule communauté d'agglomération qui a fusionné l'ensemble des services à l'échelle du Pays Basque. Qui va faire quoi dans la mise en œuvre du PCAET? Comment ces ingénieries s'articulent en fonction de leurs compétences propres? Qui va prendre éventuellement le lead sur les questions foncières? Avec qui on va travailler? Ça aussi, ça reste très largement à établir et à définir. Et alors, parmi les pistes de solutions, puisque dans cette étude, on a essayé d'esquisser des pistes de solutions dont on espère pouvoir débattre avec vous pour la suite. Une qui nous a paru une réponse importante et potentiellement très efficace par rapport à ces questions-là, c'est une démarche, alors que nous, on a appelé les territoires de projet, mais qui peut exister sous un autre vocabulaire. L'idée, c'est de dire, et on les oppose pas, on a souvent des documents de planification qui fixent un certain nombre d'objectifs thématiques qui ensuite s'appliquent au territoire. On propose de partir aussi, donc ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire, du territoire et d'identifier un certain nombre de secteurs qui seraient particulièrement efficaces ou qui pourraient avoir un impact particulièrement important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Concrètement, pour illustrer, on a des territoires qui ont vocation à être préservés, par exemple, des espaces naturels, des espaces agricoles, sur lesquels on n'a pas forcément de grandes interventions sur le plan infrastructurel ou urbain, et sur lesquels on peut avoir des enjeux de gestion et d'usage particulièrement importants.
On a, à l'inverse, aujourd'hui, des territoires qui ont un impact particulièrement important par rapport au réchauffement climatique ou par rapport à l'émission des gaz à effet de serre, des grands générateurs de flux, des territoires très imperméabilisés, des îlots de chaleur. Tout ça, c'est à titre indicatif, qui peuvent être repérés à la fois sur une base statistique. On a des territoires qui se prêtent particulièrement à des évolutions puisqu'on sait qu'ils ont un potentiel de mutation important, des territoires sur lesquels on a des friches, sur lesquels on a beaucoup de vacances, sur lesquels on a aujourd'hui des activités dont on sait qu'elles sont en déclin. On a des territoires sur lesquels on a des grands opérateurs privés qui sont prêts à avancer en termes de renouvellement urbain, ou sur lesquels on a des grandes politiques publiques, par exemple parce qu'on a des populations très vulnérables sur lesquelles on sait qu'on pourrait avoir une action publique forte. Donc on a des territoires qui se prêtent particulièrement à des stratégies de long terme. L'objectif, c'est pas de construire des méga projets urbains, c'est d'avoir un certain nombre de pistes d'aménagement partagé aussi bien par le secteur public que par le secteur privé, qui pourrait prendre par exemple la forme d'un plan guide et qui pourrait servir de fil rouge pour une évolution au fil du temps, qui pourrait permettre d'avoir des principes d'aménagement qui soient beaucoup plus vertueux en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation et d'amélioration des écosystèmes. Alors, juste un dernier petit point. Je t'en prie. Une des conclusions de l'étude qui nous a paru particulièrement importante, c'est l'absence de culture de conception au sein des collectivités locales, alors qui se traduit, par ceux qui connaissent ce sujet, par cette dualité très française qui est maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Ça nous paraît un frein très important à la mise en œuvre de réflexions de ce type-là. Notamment parce qu'on a des collectivités qui ont beaucoup de mal en fait à encadrer des opérations de maîtrise d'œuvre en la matière, notamment aussi parce que ça pèse sur la qualité des diagnostics dont on parlait tout à l'heure, et aussi parce que ça nous paraît une piste de solution très importante pour faire travailler ensemble les services techniques dont on parlait tout à l'heure, non pas au cours d'une animation ou d'une contribution technique, mais autour de la construction d'un projet, donc avec une animation qui soit une animation autour de la conception. Merci beaucoup. Et pour finir, avant de laisser la parole et la réaction à nos invités, évidemment, c'est un travail qui est en cours, qu'on va poursuivre. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et c'est un sujet qui rejoint un peu nos préoccupations, du zéro artificialisation net. Lionel en parlera mieux que moi, qui, c'est peu de le dire, suscite de vives réactions chez les élus locaux via les associations d'élus ou le Sénat. Nous, il nous semble, au-delà de la pertinence de l'objectif, d'arrêter le développement par étalement, de refaire de la ville sur la ville, de cesser d'introduire structurellement une dépendance à la voiture et à des surcoûts en matière de réseau toujours assumés par la puissance publique. Le ZAN, comme les questions environnementales, comme les questions foncières sur lesquelles on va venir, ce sont des clés d'entrée qui doivent nous permettre justement de pousser à des évolutions transversales dans les organisations et entre les organisations sur les territoires. Donc c'est une bonne occasion de questionner nos profondeurs, nos modes de faire. De manière générale, Marie en parlait, quand on agit sur des grands objets, des grands fonciers structurants générateurs de flux, ça veut dire pour les collectivités, quand elles rentrent directement dans ce questionnement opérationnel, s'outiller pour aller et négocier directement avec souvent ce qui sont des grands propriétaires privés. Et donc ça appelle des compétences, on en parle dans l'étude, qui sont particulières et aujourd'hui souvent absentes. Évidemment, les questions foncières vont devenir absolument centrales. On en parle dans le travail. Pas seulement donc la capacité de connaître le foncier, donc développer des vrais observatoires du foncier, c'est-à-dire pas seulement, comme on le pense souvent, simplement un observatoire du mode d'occupation des sols. Connaître le foncier, ça veut dire connaître donc la propriété foncière, les stratégies de ces propriétaires, la capacité de mutation, la vacance, le potentiel de densification, de requalification, de renaturation, etc., etc. Enfin, et de manière générale, et ça ouvrira sur une discussion, il faut revoir tous nos modes de concertation et arrêter de réduire la concertation à des réunions d'information sur des projets déjà décidés. Donc on donne tout un ensemble de préconisations sur ce point. Voilà un petit peu les axes de travail et qui ouvrent à la discussion. J'ai envie de me tourner du coup vers Vincent Lerosic, donc directeur des études de la Fabrique de la Cité. En quoi cela fait écho ou pas à des préoccupations qui sont les vôtres à la Fabrique? Merci Edouard, merci de m'avoir démasqué également tout à l'heure. Merci en tout cas aux étudiants et Edouard et Marie d'avoir fait ce travail tout à fait remarquable. Aussi une petite anecdote pour poursuivre, voilà, moi j'avais fait un travail un peu de ce type-là il y a une dizaine d'années. Toutes ces questions-là qui sont posées aujourd'hui, on ne se les posait pas dans les mêmes termes il y a une dizaine d'années, etc. Donc ça peut paraître aujourd'hui peut-être au cœur de notre actualité, mais en réalité, je pense qu'il faut aussi mesurer le chemin parcouru et la manière avec laquelle les métiers de l'aménagement aujourd'hui sont amenés à devoir faire une certaine forme de révolution.
Je m'adresse aussi un petit peu aux étudiants qui sont là. Je me projette par rapport à ce que j'ai été avant, en me disant que c'est aussi un petit peu à la fois le malheur et en même temps notre chance en tant que génération d'avoir justement à faire cette révolution-là. Avec toutes les questions que ça suscite derrière. Est-ce que c'est une révolution politique? Est-ce que c'est une révolution industrielle? Est-ce que c'est une révolution des compétences? Est-ce que c'est une révolution des usages? Probablement un petit peu tout à la fois. Et en tout cas, le débat n'est pas clos. Et donc, ce sera aussi l'objet de cette séquence que d'en débattre. Mais en termes de compétences, effectivement, moi, j'ai trouvé que l'analyse de cette étude sur la difficulté, effectivement, de mettre à jour les compétences dans les collectivités locales, mais aussi, parce que ce n'est pas que les collectivités locales qui sont en jeu là-dedans, j'ai noté le positionnement des agences d'urbanisme en retrait. J'ai noté aussi le CEREMA, qui fait partie des organes associés notamment à la Fabrique de la Cité, où effectivement ils sont dans une posture de défricheur et en même temps, après, pour accompagner les acteurs de terrain, etc., là, il y a un petit chaînon manquant, etc. Le positionnement, effectivement, d'acteurs privés qui émergent sur toutes ces problématiques-là, etc., montre que le paysage est totalement en cours de recomposition aujourd'hui. C'est, je pense, ce qui est tout à fait intéressant. Et encore une fois, c'est peut-être une partie de malheur et en même temps de chance que de vivre ces mutations-là. Concernant ensuite un autre point moi, qui me semble important, un petit peu de retour autour de cette étude, c'est de se dire que par rapport à la difficulté et la multiplicité des enjeux auxquels on est confronté par rapport à la transition écologique, pour ma part, je trouve que cette étude, elle montre aussi toute la difficulté à avoir une approche transversale des sujets et pose presque la question du présupposé de l'étude. Voilà. C'est-à-dire que pour ma part, moi, je pense qu'il faut savoir peut-être parfois prioriser les sujets pour essayer de les traiter de façon plus directe et volontaire face à l'urgence, notamment climatique. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être aussi donc, à mettre en discussion, effectivement, entre approche transversale et approche extrêmement ciblée sur des objectifs, voilà, climat, carbone, etc., avec une métrique. Je pense qu'aussi, il y a une mise en débat à avoir autour de cette étude. Voilà, en tout cas, pour mes premiers points de discussion, je laisse peut-être aussi la parole pour la faire tourner. On pourra reprendre et puis on laissera aussi un moment de questions avant qu'on passe à la deuxième étape. Cher Lionel, qu'est-ce que tout cela t'inspire? Merci Edouard. D'abord, vous remercier de m'avoir invité à participer à cette table ronde et à cet échange, parce qu'effectivement, ce sont des sujets bien entendu passionnants qui occupent beaucoup de législateurs, beaucoup d'élus locaux depuis maintenant de nombreuses décennies. Et on voit bien que même si les choses évoluent, il y a encore beaucoup, je dirais, peut-être d'incohérence, mais aussi d'incompréhension entre les différents niveaux d'action et d'intervention. Il faut quand même se rappeler que la France, depuis de nombreuses années, a lancé des politiques de décentralisation et donc en donnant effectivement des compétences de plus en plus fortes aux collectivités locales. Ça, c'est, je crois, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais ce n'est pas pour autant que l'action locale a été une réussite sur l'ensemble de nos territoires. On voit bien que nos territoires sont tous très différents et que les enjeux sont aussi divers et variés et, bien entendu, sur certains, comme vous l'avez travaillé sur le Pays Basque, et vous le notez dans votre rapport, mais on a des enjeux, par exemple, de littoral qu'on ne peut pas avoir en montagne ou à l'intérieur des terres, qui sont complètement différents, mais il n'empêche qu'à chaque fois, il faut apporter les bonnes réponses. Donc, chaque fois qu'on a voulu décentraliser, je pense qu'on a aussi souvent un peu trop complexifié l'organisation territoriale. D'ailleurs, si vous demandez aujourd'hui à un élu local, alors un citoyen, n'en parlons pas, mais même un élu local ou un parlementaire qui fait quoi au niveau des compétences et organisation, effectivement, même sur la transition écologique, je pense que les résultats, la copie va pas être excellente et les notes seront plutôt faibles parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu perdus là-dedans entre eux. Et ça, c'est très bien ce que vous avez fait ressortir de votre rapport. Parce que je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire que d'un côté, on a mis en place des outils de planification territoriale qui sont indispensables et nécessaires, sans forcément
avoir ce qui est la base de la guerre, c'est-à-dire la connaissance du territoire. Je pense que c'est ça d'abord, il faudrait partir de ça. Alors, on a mis la planification sans forcément toujours avoir ce travail de connaissance. Alors, certains territoires l'ont fait, comme le Pays Basque, mais tout le monde ne l'a pas fait. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a que 80% du territoire français qui a un SCOT. Donc, il y a 20% du territoire français sur lequel il n'y a pas encore de cohérence territoriale. Il n'y a pas eu cette réflexion à travers tous les acteurs locaux. Donc, beaucoup de planification, mais c'est vrai que derrière la mise en œuvre, et pas toujours, malheureusement, à la hauteur de ces outils de planification, pour plusieurs raisons, parce que des fois, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Alors, ça peut être un peu les mêmes à différentes échelles, parce que c'est sûr que dans les SCOT, vous allez retrouver les élus locaux, mais une interco qui va être très opérationnelle, vous pouvez avoir plusieurs intercos sur un SCOT, etc. Donc, il y a forcément, au niveau de la déclinaison et de la mise en œuvre de ces outils, effectivement, une feuille de route qui n'est pas peut-être suffisamment précise. On a aussi de par cette volonté de décentraliser, on a transféré beaucoup d'ingénierie pour les acteurs locaux et les élus locaux. Donc, vous avez cité les agences d'urbanisme, on a cité un peu les SCOT aussi, qui ont ce rôle-là, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Il n'y a jamais autant eu. Je pense que moi j'ai été maire avant d'être député, pour un élu local, on n'a jamais autant cotisé ou participé à des organismes pour justement avoir ce soutien et cette ingénierie. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a pas un maire rural qui va vous dire qu'il sait ce qu'il doit faire et qu'il comprend ce qui est en train de se passer autour de lui. C'est-à-dire cette ingénierie, cet accompagnement est accessible souvent malheureusement pour ce qu'on appelle vulgairement les gros maires. Alors, ce n'est pas les gros maires, c'est les maires des grosses communes qui sont souvent présidents d'interco, voire présidents des SCOT, mais elle n'est pas accessible aux petits maires ruraux qui se sentent complètement oubliés, et ce qui remonte d'ailleurs souvent dans les débats sur Lausanne, qui bougent beaucoup parce qu'ils disent résultat, nous, personne ne nous écoute, personne ne nous entend, et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, on a besoin de réorganiser certainement tout ça aussi. Alors, c'est vrai que l'État, c'est complètement un petit peu faire acquérir en supprimant les data, en supprimant beaucoup de services de personnel dans les services de l'État pour accompagner les locaux. À une époque, il y a l'instruction quand même des permis, était aussi dans les services de l'État, etc. Donc, il faut voir d'où on vient, ce qu'on est en train de construire. Et ça a été, je pense, certainement une des raisons pour lesquelles, lors du mandat passé, on a recréé les ANCT, les agences nationales de cohésion territoriale, effectivement, qui sont les agences qui viennent en soutien des territoires, et en particulier des territoires ruraux, à partir des petites villes de demain ou des opérations cœur de ville pour des communes un petit peu plus fortes. Donc, on voit bien que l'État est en train peut-être de se réorganiser, avec bien sûr le CEREMA, qui est un des bras armés indispensables et importants de l'État, et tant d'autres, pour faire en sorte que ce qui est quand même indispensable, nécessaire, c'est que les orientations centrales, à travers la loi essentiellement, alors qu'elles soient européennes, on peut faire référence à la DCE, l'article 4, puisque vous avez parlé de tout ce qui est accès à la qualité de l'eau, ou des lois françaises, on voit bien que c'est quand même indispensable parce que c'est ça qui fait bouger souvent les choses aussi. Mais l'État a besoin de s'assurer que ce soit opérationnel, que ce soit mis en œuvre derrière. Parce que ce qu'on a au niveau des territoires, on l'a aussi au niveau de l'État. C'est bien beau de voter des lois, mais si derrière, les services de l'État ne peuvent pas s'assurer que ça se met en œuvre, je vais parler, puisque j'ai là sous l'écran du ZAN et que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai travaillé encore beaucoup, c'est sûr qu'on a besoin de nous renforcer aussi, enfin de renforcer aussi les services de l'État. Parce qu'on a un problème dans notre pays, c'est que dès qu'on légifère, on l'a eu sur la loi climat et résilience, qui venait quand même de la Convention citoyenne. Rappelez-vous des débats et de tout ce qu'on lisait dans la presse. Une loi inutile, trop de blabla. Enfin bon, on était critiqués de partout. Et maintenant qu'on rentre dans la guerre, une loi trop stricte qui impose des calendriers qu'on ne peut pas respecter, etc., etc. Et on se fait attaquer par l'inverse parce qu'on est en train de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses dans cette loi et qu'on n'arrive pas et qu'on ne sait pas y mettre en œuvre parce que personne ne s'est préparé. Pendant plus d'un an, tout le monde s'est regardé en disant bon, c'est bon, de toute façon, on m'a dit que c'était une loi blabla qui n'avait rien dedans, donc laissons faire et on est tranquille. Non. Il y avait des choses très fortes, très opérationnelles, et en particulier le ZAN, qui est quand même une volonté de protéger nos espaces naturels agricoles forestiers dans un premier temps, mais dans un second temps, l'artificialisation des sols, avec des nouvelles définitions qui se mettent en place. C'est quand même l'artificialisation des sols, c'est la première cause de perte de biodiversité. On voit bien que l'enjeu il est important. Donc, quand aujourd'hui on a des débats, effectivement, qui est de dire on veut continuer à consommer des ENAF, on veut continuer à faire de l'étalement urbain comme on a fait toutes ces dernières décennies, alors sous prétexte que
On a besoin de construire, oui. Qu'on a une crise de l'immobilier, une véritable hémorragie, oui. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'on a fait ces dernières décennies qui ont réglé le problème non plus. Voilà, donc il faut arriver à redonner un petit peu de sens dans toutes ces politiques et dans ce que l'on veut, je dirais, atteindre et obtenir. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc voilà, ce sont des sujets où, en tout cas, moi, en tant que législateur, puis je suis la génération supérieure à la vôtre, je compte beaucoup, effectivement, sur les experts, sur la nouvelle génération, pour pouvoir accompagner toutes ces problématiques. C'est pour ça que quand Édouard, avec qui j'ai l'occasion de discuter souvent, que ce soit ici ou pas loin du Pays Basque aussi, sur tous ces sujets qui nous passionnent, moi j'ai toujours dit, il faut vraiment nous aider, ceux qui y croient à l'Assemblée nationale, à faire en sorte que les professionnels et les futurs professionnels prennent ça à bras le corps et soutiennent ces démarches. Parce que sinon, effectivement, nous allons rencontrer des difficultés très très fortes. Voilà, donc on reviendrai un petit peu sur tout ça. J'ai peut-être sorti un peu de tout, mais c'était en termes d'introduction, les choses que je voulais un petit peu poser. Et puis, on reviendra sur des sujets que vous souhaitez, bien entendu. Merci Lionel. Vincent, je te laisse rajouter un mot, puis on va laisser un moment de questions. Peut-être juste un petit élément donc, concernant effectivement le zéro artificialisation nette des sols, parce que je pense que c'est un très beau sujet qui illustre effectivement les injonctions contradictoires dont on entend effectivement d'un côté la loi climat résilience n'avait été soi-disant vide, et puis ensuite on s'aperçoit que finalement il y a des vrais sujets qui ont été mis à l'ordre du jour. Et sur l'enjeu effectivement de la territorialisation qui a bien été souligné dans l'étude, c'est passionnant sur le ZAN. Quand on regarde les choses d'un point de vue macro, pour donner des ordres de grandeur, ces 10 dernières années, ça a été 250 000 hectares qu'on a en gros artificialisés. L'objectif pour les 10 prochaines années qui viennent, c'est de diviser par 2, donc d'arriver à peu près à 125 000 hectares. Tout le monde hurle, etc. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les friches. Voilà. Tout le monde en a entendu parler, mais qui les a vraiment comptabilisés, etc. Le CEREMA est en train de commencer à faire un travail là-dessus. Aujourd'hui, au doigt mouillé, les premières estimations qu'on a, c'est entre 100 et 150 000 hectares de friches qu'on a en France. Alors, pas forcément toutes situées au bon endroit, etc. et tout, mais pour faire atterrir la réflexion autour de ça, on peut se dire en tout cas que d'un point de vue macro, en mobilisant les friches, en fait, il n'y aurait quasiment pas d'effort à faire finalement par rapport à ce qu'on a artificialisé ces 10 dernières années pour les 10 décennies qui viennent. Voilà. Donc ça, tout de suite, ce genre de choses, quand on arrive avec des choses un peu fact and data et tout dit comme ça, en général, ça fait un peu respirer les gens, voilà, et réfléchir un petit peu différemment, etc. Après, il y a le sujet de la territorialisation, comment on fait rentrer les choses dans les différents documents d'urbanisme, etc. Et là, ce qu'on regarde aussi, c'est qu'il y a quand même une grande diversité par rapport aux différents territoires et au sujet de leur gouvernance interne, etc. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est par rapport au Pays Basque, etc., mais il y a des territoires où, en fait, finalement, ça se passe plutôt bien. Ils arrivent à faire des choix qui ne sont pas toujours faciles, etc., mais ça atterrit. Et ça, le sujet de la gouvernance locale, ce n'est pas un sujet, pour le coup, de compétences, ce n'est pas un sujet de technicien, etc., c'est un sujet politique, où il y a des choix à faire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose où je trouve que là, on a, à travers ce zéro artificialisation net, un beau laboratoire, en tout cas, d'expérimentation en la matière. Dernier petit point également aussi, c'est les éléments de diagnostic que vous aviez soulignés au tout début en la matière. Là aussi, on est en train de rentrer dans une approche plutôt qualitative aussi sur les terrains, etc. et tout, avec plein d'outils qui sont maintenant élaborés pour justement mesurer effectivement la biodiversité surfacique ou dans les sols, mesurer le stockage carbone des sols, le niveau hydrique, etc. Enfin, tout ça, on a des outils qui sont là, élaborés avec le CEREMA et d'autres, et donc ça avance. Maintenant, il faut passer à l'échelle, mais ça existe. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, là, des éléments au-delà de cette question du ZAN et de ce qu'on a appelé les clés d'entrée, c'est de dire aussi positivement que malgré les défis qui sont devant nous, et les questions environnementales sont un moyen justement par leur transversalité et leur urgence de nous pousser finalement à faire évoluer ces modes de faire et à développer toute la créativité dont on l'espère capable. Je vous propose, avant de passer de toute façon à la phase suivante, donc pilotera Vincent, de laisser la parole à la salle. N'hésitez pas si vous voulez réagir ou poser des questions. Donc, oui. Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Je voulais vous demander plutôt pour la partie
comment faire participer les gens, c'est-à-dire la participation démocratique dans ces plans de résilience. Parce que franchement, de tout ce que vous dites, ça a l'air très technique et je ne sais pas comment faire pour que les gens peuvent percer ces murs de complexité et vraiment rendre les plans plus participatifs. Je ne sais pas. C'est peut-être que quelques éléments, parce que je peux pas répondre dans l'ensemble à cette question-là. Il n'y a pas une réponse. Voilà, il y a quelques pistes qui nous paraissent intéressantes. La première, c'est qu'il y a quand même un travail de vulgarisation qui a été fait sur un certain nombre de PCAET qui a donné des bons résultats. Donc, il y a effectivement une détechnicité à opérer, parce que on sent qu'il y a quand même un intérêt de plus en plus fort pour ces sujets-là qui se manifestent. Donc, il y a un vrai travail à faire, effectivement, de traduction de ces sujets-là. La deuxième chose qui nous paraît très importante, c'est que on a tendance à faire de la concertation sur des périmètres qui sont des périmètres de projet, sur lesquels on va dire que presque par nature, la crispation, elle est normale. Quand on est sur un projet sur 20 ou 30 hectares, on ne peut pas satisfaire tout le monde, surtout quand on est sur des projets de construction. En revanche, on a peu de concertation qui est organisée à l'échelle du territoire qui est notre territoire de vie. Si je prends un exemple assez trivial, moi j'ai vu des crispations très très fortes sur la question de la proportion d'espaces verts et sur la proportion d'espaces végétaux sur des projets de construction. C'est pas très étonnant quand à la grande échelle, donc à l'échelle de la ville, voire à l'échelle même au-delà, hein, parce que quand on est habitant d'une commune dans une métropole, en fait, on fréquente aussi les autres communes. Il n'y a aucune visibilité sur les espaces verts existants. Aucune proposition, et pourtant c'est un sujet qui n'est pas très technique et qui est assez facile à comprendre, aucune proposition qui est faite à la grande échelle d'extension de ces espaces, d'accessibilité de ces espaces. Est-ce qu'on peut y aller à pied? Est-ce qu'on peut y aller en vélo? Comment on va y avoir accès? Qu'est-ce qui va être développé en termes de parcs, en termes de squares, en termes de grands espaces de loisirs? C'est des choses qui sont très manquantes. Donc je pense qu'il y a aussi un changement en termes d'objets de concertation à faire et pas simplement concerter sur une petite échelle de projet d'aménagement, mais aussi à avoir une vraie capacité à concerter sur l'évolution du territoire avec peut-être des choses plus sensibles et plus directement reliées à nos usages à proposer aux populations. Juste petite demande par rapport à ça. Quand vous dites, est-ce que vous voulez dire qu'il y a peu de participation au niveau de la métropole, au niveau de la commune, que les gens sont pas intéressés? Les gens sont intéressés, mais ce qu'on leur propose comme objet, moi, me paraît souvent assez décalé des attentes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, sur les territoires, moi, sur lesquels j'ai travaillé, j'ai très rarement vu de la concertation qui soit de la concertation d'évolution des usages d'une manière générale, où on propose aux gens autre chose que... Vous allez avoir des concertations très techniques, c'est-à-dire tout d'un coup, vous allez avoir un micro-référendum sur tel projet urbain qui va attirer, on le sait, essentiellement des personnes ayant des intérêts immédiats, donc soit des opérateurs, soit des riverains. On va avoir de la concertation essentiellement sur des projets d'infrastructure ou sur des projets de construction qui sont des vrais projets de crispation. Et en revanche, des évolutions en termes d'usage, c'est-à-dire globalement l'évolution du confort, par exemple, des circulations piétonnes ou des circulations cycles à une échelle plus large, l'évolution d'un certain nombre d'offres en termes de services, des associations d'une manière générale. Enfin voilà, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de concerter une fois tous les 10 ans sur la construction d'une nouvelle piscine, alors qu'on pourrait avoir une proposition qui soit plus large et plus lisible sur l'ensemble justement des usages qui soient offerts aux habitants. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais voilà. Et typiquement, on a vu des exemples, nous par exemple à l'étranger, où notamment si on parle de l'offre en espace vert, il y a des villes qui ont fait l'effort d'avoir une lisibilité à une échelle assez large de qu'est-ce qui sera immédiatement disponible dans votre environnement à 5 ou 10 minutes en termes de petits espaces de square, et vous aurez tous à moins de 30 minutes accès à un très grand espace de loisirs cartographié de façon simple à l'échelle de la ville. Ça peut être un moyen de faciliter l'appropriation vraiment de la stratégie de la collectivité locale, et je pense que ça peut être un moyen aussi de relâcher la pression par rapport à des projets de construction et d'aménagement qui deviennent du coup beaucoup moins agressifs quand on sait ce qu'on propose en termes de qualité en parallèle.
tout petit élément, si tu me permets, la parole par rapport à ça. Vous avez raison de dire que ces sujets sont techniques et que souvent les habitants ne s'y retrouvent pas, mais bien au-delà de ça, le problème c'est que les habitants ne s'y retrouvent pas plus largement dans, Lionel le disait, dans la cartographie des compétences, et les échelles dans lesquelles ils placent encore leurs attentes sur le plan politique sont devenues très décalées par rapport à la réalité des endroits où se situent les ressources et les lieux de décision. Et c'est le vrai sujet autour de l'intercommunalité aujourd'hui, des hésitations sur l'intercommunalité à laquelle on ne veut toujours pas donner de légitimité démocratique. Donc quand on parle, nous, de revoir les modes de concertation, on n'oppose pas du tout la démocratie participative à la démocratie représentative. La démocratie représentative est en crise aujourd'hui. Même le maire, quand vous connaissez l'importance symbolique et historique de la commune en France, même le maire est en train d'être mis dans le même sac que les autres aujourd'hui. Et donc ces nouveaux moyens dont évoquait Marie, ou dont on donne des pistes pour faire vivre vraiment une vraie démocratie participative, sont des moyens de venir régénérer la démocratie représentative qui reste, je pense, le pire des régimes à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill. Lionel. Alors, je ne peux pas ne pas réagir en tant qu'élu et peut-être mon expérience, parce que c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on a beaucoup de mal à se retrouver avec les citoyens et les élus sur ces sujets et à trouver la bonne solution. Moi, j'ai constaté, ça fait des années que je fais des réunions publiques, y compris quand j'étais maire, sur des sujets. Et je veux dire que la première des frustrations, c'est de toujours avoir les mêmes 30 ou 40 personnes qui viennent. On se rend compte que le citoyen aujourd'hui, même de lui-même, on n'arrive pas à l'attirer, on n'arrive pas à le faire venir. C'est quand même un enjeu important, certainement parce que derrière, ce qu'on lui offre ne correspond pas. On a quand même une société aussi de plus en plus individualiste, c'est-à-dire que quand moi j'avais des projets d'aménagement, vous allez voir que les riverains, le reste de la commune s'en fiche royalement. Donc on voit que les gens sont concernés à partir du moment où eux, à titre personnel, effectivement, ça peut avoir un impact sur leur vie de tous les jours. Mais après, si c'est développement global, une vision un petit peu plus large, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je n'ai pas la solution, c'est beaucoup de choses, et ça, c'est vrai qu'il faut qu'on s'appuie sur des gens comme vous pour arriver à faire revenir le citoyen dans ces débats. Et je pense que la première des choses, il faut effectivement que ce soit la vraie concertation, que ce ne soit pas juste une forme d'information, parce que moi, ce que j'entends les gens, c'est une méditation, ça ne sert à rien, tout est déjà décidé. Donc, je vienne ou que je ne vienne pas, mais que ce soit au niveau des sujets nationaux ou les sujets locaux, de toute façon, c'est déjà fait et ma parole, tout le monde s'en fiche. Et pourtant, je peux vous dire que maire ou député, que ce soit dans mon bureau quand j'étais maire ou à ma permanence à Dax, ça défile. Ça défile. J'ai des demandes de rendez-vous énormes, ce qui veut dire que les gens ont besoin d'échanger et de discuter. Mais il faut au moins que ce soit leur sujet à eux. Donc, pour avoir une vision un peu plus globale, il faut arriver à les convaincre que les choses peuvent changer et qu'effectivement, ils sont concernés par des espaces de transition écologique ou autres d'aménagement, de voirie, de circulation. Et ça, c'est quand même assez compliqué. On ne sait pas bien faire dans notre pays. D'autres questions? Allez-y, monsieur. Bonjour, Laurent Miguel du Moniteur. Je crois que nous sommes tous convaincus qu'on ne peut pas répondre aux défis écologiques sans répondre à celui de la réduction des inégalités sociales. Et pourtant, ce sujet n'a pas encore du tout été évoqué jusqu'ici, ni au moment du constat. Le constat, vous l'avez bien dressé sur les limites de l'ingénierie en matière écologique, mais ces limites existent aussi en matière sociale, et la production, la fabrique de la cité a plutôt tendance à accroître la production d'inégalités et pas non plus établie au moment des propositions. Est-ce que c'est rajouter trop à la transversalité que d'intégrer cette question, ou sinon comment faire, comment l'avez-vous intégré dans votre travail? Alors, on l'a intégré à 2 niveaux, même si effectivement, on l'a pas beaucoup. Enfin bon, après, en un quart d'heure, on est effectivement passé passer à côté de cette question-là pour le moment. On l'a intégré à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est une préoccupation de fond sur le fait qu'une mauvaise mise en œuvre d'un certain nombre de mesures est de nature à aggraver la situation. Et aujourd'hui, on a une montée des inégalités qui est constatée sur toute une série de territoires et qui se fait notamment par une homogénéisation d'un certain nombre de territoires extrêmement favorisés qui laissent derrière des territoires beaucoup moins privilégiés. Donc, ça faisait partie de nos préoccupations. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, en termes de transversalité, ça a été aussi une inspiration pour nous de regarder ce qui avait pu fonctionner et les limites qu'il y avait pu avoir justement dans la mise en œuvre de la politique de la ville.
qui est une politique par nature transversale et qui a été confrontée à un certain nombre de difficultés qui nous paraissent du même ordre que celles qu'on essaye de gérer, notamment quand cette politique a été gérée par des services très éloignés en termes de capacité d'action des autres services des collectivités locales. Parmi les pistes qu'on mentionne dans l'étude, il y a le fait que c'est pour nous une clé. Quand on parlait de la territorialisation de ces politiques, c'est pour nous une clé de lecture absolument indispensable dans la connaissance du foncier et dans la priorisation justement des actions, notamment parce qu'on sait qu'on a des propriétaires ou des occupants qui vont avoir énormément de difficultés à s'approprier un certain nombre de dispositifs. Donc quand on parle de la connaissance, quand on parlait de la connaissance du foncier bâti, non bâti, pour nous, les indicateurs sociaux et la capacité justement à agir sur leur propre patrimoine des habitants, elle est fondamentale. Les notions de précarité énergétique aussi, elles doivent absolument être prises en compte dans la priorisation en termes de développement des modalités de transport alternatifs. Donc on le voit effectivement comme l'un des éléments de diagnostic absolument essentiels en termes de, alors évidemment en termes d'objectifs, après c'est à chaque territoire de fixer ses ambitions en la matière, mais très clairement en termes aussi d'efficacité et de mise en œuvre des politiques publiques. Oui, pour compléter, vous avez raison de dire qu'il y a c'est une ligne de crête. Vous dites, est-ce que ça va être une complexité supplémentaire, etc. Ça va être une ligne de crête. Les questions de transition environnementale sont parfois contradictoires sur certains aspects, avec des enjeux sociaux. Il faut le regarder en face. C'est pas toujours le cas. C'est parfois le cas. De la même façon, en fait, les questions d'inégalité, alors on peut pas les traiter dans leur ensemble parce que c'est trop vaste. Quand on parle d'inégalité, on peut parler d'inégalité de revenus, de patrimoine, on peut parler d'inégalité intra-urbaine, des inégalités interterritoriales, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a 1000 manières de rentrer dans ce sujet. Dans l'ensemble, moi je pense que l'une des questions qui est encore un angle mort aujourd'hui, c'est comment va-t-on gérer socialement un certain nombre de transitions environnementales, qu'elles soient décidées ou subies. Ça va être un vrai sujet politiquement, et il ne faudrait pas qu'on meure tous de guerre civile avant de mourir noyés, si vous voulez. C'est pour vous donner une petite métaphore. Donc on le traite effectivement à travers cette question, beaucoup la question du foncier, du logement, sur laquelle on a travaillé, parce que pour moi, c'est la crise sociale qui nous guette. Elle est vraiment là. Je n'ai pas le temps de rentrer ici dans le détail. Donc elle est présente, si vous voulez, à plein de niveaux dans la démarche, mais vous avez parfaitement raison. L'articulation entre les deux va être le vrai sujet des années à venir. Bonjour, Jean-Yves Orcel. Moi, je suis patron de société, patron d'une nouvelle start-up que j'ai montée il y a 2 ans, dédiée au monitoring de déchetterie, au monitoring de chantier. Et donc, je voulais poser la question de la résistance au changement, parce que, en fait, cette start-up que j'ai souhaité monter, elle a pour volonté de tracer les déchets, que ce soit des déchets de chantier ou des déchets classiques. Et j'utilise une technologie qui est la technologie blockchain, qui est un petit peu floue pour chacun, mais ceux qui l'ont bien comprise, semble-t-il, ont une véritable résistance à vouloir la mettre en place. C'est-à-dire que pour construire une preuve de concept, bien que je sois suivi par la région Île-de-France, par Val d'Oise Numérique, par exemple, eh bien, j'ai les pires difficultés à l'installer sur les territoires. Le programme est prêt. J'utilise un système de reconnaissance de plaques, un système de pesée et la blockchain derrière. Et c'est vrai que la traçabilité, c'est-à-dire le fil à la patte pour les grands acteurs que sont les acteurs du bâtiment, les acteurs du monde des déchets, eh bien, c'est très douloureux de leur faire changer leurs habitudes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Du fait qu'il y a une véritable résistance et que certains s'accrochent aux anciennes méthodes. Je dis un mot, puis je te laisse la parole, du coup, Lionel. Bon, sur votre exemple précis, je vais avoir du mal à répondre mieux vous. En revanche, sur les questions de résistance au changement, c'est-à-dire la question qui est un peu en filigrane, c'est-à-dire par quel bout on prend cette question pour faire bouger les schémas existants. C'est vrai qu'on a vu dans beaucoup de collectivités, mais c'est pas vrai seulement dans les collectivités, mais une espèce de préférence
comme ça latentes pour les schémas connus, pour la répétition des formes d'action. Je pense que c'est un vrai problème sur la commande publique, je le disais, qui est devenu complètement en décalage, hein, notamment sur le plan, par exemple, de la culture des matériaux. Parfois, c'est même pas une question de prix. Il y a des moments dans la commande publique, on pourrait faire évoluer, hein, jouer sur les incitations privées, hein, en ayant une meilleure culture, finalement, des innovations qui ont eu lieu depuis 20 ans et les cahiers des charges peinent à évoluer. Donc, c'est sans doute un sujet organisationnel. Peut-être que ça renvoie à un questionnement plus profond sur les difficultés, finalement, de l'être humain face au changement. Enfin, ça nous emmènerait très loin, mais c'est une vraie question. En tout cas, on a vu effectivement cette espèce d'aversion à la prise de risque ou cette espèce de répétition. Les organisations comme ça sont terribles. Pour ça, sont des machines à produire de la répétition et du silotage. Enfin, c'est absolument terrible. Rapidement, parce que je pense qu'avec plaisir, on pourra en discuter, parce que je n'ai pas tout compris de ce que vous faites, mais ça me semble intéressant, et puis aller en plus dans le sens de l'économie circulaire, de ce que l'on fait. Effectivement, je crois que c'est l'objectif demain, c'est d'arriver en permanence à rendre justement les matériaux quels qu'ils soient, les déchets réutilisables. Donc effectivement, si on en a la traçabilité, c'est encore mieux et encore plus facile. Et juste pour dire, c'est vrai que souvent il y a une réticence au changement parce qu'on ne sait peut-être pas faire la conduite du changement dans notre pays, et qu'on a du mal à expliquer où est-ce qu'on veut aller et comment on peut pour y arriver. Donc on le fait en général de façon, pour certains, qui peuvent être assez brutale, mais ça peut être aussi efficace à travers la loi. Donc c'est vrai que la loi peut des fois aider à atteindre des objectifs. Alors je ne sais pas si dans ce cas-là, il faudra aller plus loin que ce qu'on a déjà voté dans les lois précédemment, mais en tout cas, très intéressé pour poursuivre le débat, en savoir un peu plus et vous apporter peut-être des réponses plus précises. Un petit élément complémentaire, justement, suite à cette question qu'on n'a pas évoquée du tout. Nous, on est assez persuadés qu'il faut démarrer. C'est-à-dire qu'à la fois parce qu'il y a des questions d'urgence et aussi parce qu'on laisse énormément d'énergie dans les réorganisations, que ça prend énormément de temps et que ça déboussole un peu tout le monde. On est assez persuadés que, aussi bien sur le plan de la mise en œuvre que sur le plan de l'évolution des ingénieries, de l'association de nouveaux modes de faire et de nouvelles technologies, il faut se donner des objectifs de court terme sur lesquels il faut assumer aussi qu'on va peut-être faire des erreurs, qu'on n'embrassera peut-être pas toute la complexité en une seule fois, d'un seul coup, mais qu'il ne faut surtout pas démarrer ce genre de démarche par un gigantesque diagnostic et une remise à plat de toute l'organisation, mais au contraire peut-être par des petites équipes, associer quelques petites nouvelles compétences, démarrer par un certain nombre de projets tests, et qu'il faut se donner le droit à l'expérimentation et à l'erreur sur ce genre de sujet. Sinon, on est quand même assez convaincu que ça va être davantage bloquant comme réflexion que productif.